Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors ce soir vous avez l'intention de nous parler d'art et de partager votre avis, votre point de vue avec nos amis qui nous écoutent et nous regardent, nos habitués. Et là je crois que ce soir c'est sur le pourquoi les gens achètent des tableaux, des œuvres d'art. Voilà. C'est bien ça? Alors je vous laisse parler. À vous. Alors nous avons déjà fait, ma chère Fabienne, déjà plusieurs émissions sur l'art. Et je voulais donc aborder ce chapitre de pourquoi les gens achètent un tableau. Quand je dis les gens, je ne pense pas à une galerie ou à des collectionneurs. Je dis bien les gens. Toi et moi, enfin, voilà, où on cherche quelque chose pour mettre à un mur, ou sur une étagère, ou sur une table, ou par terre, Ou au grenier. ou dans un grenier. J'ai toujours pensé que l'art donc, qui est né dans les grottes préhistoriques ou sur les grands rochers, il y avait peut-être effectivement une fonction sacrée, une fonction rituelle, une fonction aussi de direction pour indiquer dans quel coin on trouvait du gibier. Mais je reste convaincu, pour avoir visité quelques grottes, ce qu'on appelle des grottes ornées, qui sont toujours fascinantes à voir, qu'il y avait une dimension aussi picturale, c'est-à-dire un plaisir à dessiner et à orner des murs, à décorer en fait. On présente toujours l'homme préhistorique soit comme un chasseur obtus, soit comme un sorcier, et jamais entre les deux, quoi. On ne décrit pas le Jean, une Jean ou un Jean, et qui décore son intérieur. Ensuite sont venues les mosaïques, sont venues les grandes tapisseries sur les châteaux, dans les châteaux, sont venus tous ces tableaux d'église, sont venus les petits tableaux minuscules qui servaient pour les nobles à dessiner un portrait et pour le faire voir plus loin. Voilà, tenez, ça sera votre futur fiancé, votre futur époux. Et donc on montrait une petite miniature, souvent peint sur de l'ivoire. Et pendant des siècles et des siècles, donc c'était un art de commande. C'est-à-dire qu'un artiste qui était réputé savoir dessiner, savoir peindre, on lui passait commande, on lui disait, ben voilà, pour telle église, vous nous ferez ça, et pour tel endroit, vous nous ferez ça, et l'artiste s'exécutait. Et en gros, sa seule liberté, c'était de temps en temps d'oser sur un petit personnage secondaire, se mettre lui-même, se peindre lui-même dans un petit coin, ou peindre son amant ou son amante aussi dans un petit coin. Mais sinon, c'était de la commande. Pour simplifier, on pourrait dire que l'arrivée de la photo et puis de l'époque industrielle, c'est-à-dire aux alentours des années 1800, a vu surgir l'art personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une commande, mais qui fait un tableau et qui ensuite va le vendre ou va le proposer à la lecture d'un public. C'était révolutionnaire de faire ça d'ailleurs, de le faire et de le proposer. C'était pas loin d'ailleurs du colportage où le colporteur montrait des images que les gens mettaient chez eux et qu'ils accrochaient chez eux, ce qui a existé depuis longtemps. Mais ça restait un petit dessin, une image pieuse, mais ce n'était pas vraiment un travail d'un artiste. Et alors, c'est là où je dissocie justement deux formes de peinture. Dans ces peintures qui sont arrivées, donc, et on a eu tout de suite donc une peinture populaire, pour simplifier, un chat, un chien, un oiseau, et les gens achetaient ça pour mettre chez eux, puisque c'est la même époque où ce qu'on pourrait qualifier de bourgeoisie a commencé à créer des appartements beaucoup plus petits que des pièces immenses. Donc on avait des appartements petits, et pour les pauvres, pas d'appartement du tout, une pièce, et qu'on essayait d'égayer un petit peu par un peu de couleur. On mettait aussi beaucoup de tableaux avec des fruits.
pas tellement de marine encore, mais voilà, des tableaux très populaires. Et sont apparus presque en même temps des tableaux faits par des artistes qui extrayaient une partie d'eux-mêmes. Et cet art-là, je n'hésite pas à le qualifier d'art névrotique. C'est-à-dire qu'un artiste va proposer à des expositions quelque chose qui vient de ses profondeurs et qui vient de ses inquiétudes, de ses angoisses, de ses recherches. C'est pour ça que très vite, on a eu des tableaux qui étaient très tournés autour du brouillard, autour de l'eau un peu glauque. Et donc, ces tableaux ne se sont pas vendus. Et j'oserais même dire que ces tableaux ne se vendront jamais. Encore aujourd'hui, ces tableaux ne se vendent pas en réalité. Des collectionneurs ont vite pigé qu'il y avait une nouveauté qui était là. Peut-être plus connaisseurs, des gens aussi qui avaient de l'argent à placer, ont vu ça. Mais sur tous ces tableaux qui ont été faits, très peu ont surnagé en fait. Et on ne peut pas dire qu'ils aient été achetés puisqu'ils ont été souvent échangés pour une bouchée de pain. Et ils ont été laissés de côté. Et on n'a reconnu que plus tard en fait leur valeur picturale nouvelle. Je ne pense pas qu'on se soit dit ces tableaux sont bien, mais on s'est dit ces tableaux sont nouveaux. C'est-à-dire quelque chose de nouveau est arrivé. Et c'est pour ça que même les plus grands, comme les Van Gogh de l'époque, je pense à Whistler, parce que je viens de voir un article très bien fait d'ailleurs dessus, qui a fait un tableau fabuleux, là, qui s'appelle La Mer. Ces gens-là ne se sont pas vendus. On n'en voulait pas de ces tableaux. Et peut-être que les gens n'avaient pas tort. Ils voyaient bien que ce n'est pas un art qui vient, c'est pas un art gai, c'est pas un art qui est fait pour faire égayer les murs. C'est un art sombre. C'est un art qui fait peur, c'est un art qui vient des tripes. Et les gens n'ont pas voulu de cet art. Et encore aujourd'hui, les gens ne veulent pas de cet art. Combien il me reste de temps, Fabienne? 8 minutes. Alors, si tu veux bien, nous allons faire une pause et nous appellerons ceci art 1. Et nous allons faire une deuxième partie, si tu acceptes ma proposition. D'accord. D'accord. Eh bien, à tout de suite, Maurice.